C'est tellement plus facile de dire que ces populations-là représentent un coût faramineux, que c'est un danger pour nous, que c'est le grand remplacement, que de faire de la pédagogie, de l'histoire, de la sensibilisation, de mobiliser des vraies solutions à l'échelle nationale et à l'échelle locale. Les témoignages croisés, c'est l'idée de réunir des personnes qui, normalement, n'auraient jamais dû être amenées à se côtoyer. Des personnes différentes de par leur origine, de par leur parcours, de par leur vie en France. Mais finalement, c'est notre humanité qui nous a tous réunis. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir amené des personnes qui ne se connaissaient pas à tisser des liens d'amitié. Après plusieurs rencontres, tout aussi joyeuses, bienveillantes et enrichissantes les unes que les autres, nous nous sommes dit qu'il serait vraiment super que notre dernière rencontre soit un événement plus marquant que les autres. Alors nous est venue l'idée de cuisiner, ensemble, des recettes du monde. Chacune et chacun a donc cuisiné une entrée, un plat ou un dessert, afin de faire partager un morceau de sa culture aux personnes présentes. Nous étions une vingtaine, réunis sous le signe de la bonne humeur, pour découvrir ensemble les cultures et traditions du monde de la meilleure façon qui soit, en partageant un bon repas. Pour la dernière de notre projet, nous avons eu l'honneur de recevoir Rima Hassan, présidente fondatrice de l'Observatoire des camps de réfugiés, qui est également la marraine de notre projet. Comme il y a plein d'ONG qui militent sur les droits humains, qui n'ont pas accès à certains terrains d'observation et qui font avec des témoignages, des consultations à distance, la documentation qui peut être envoyée à distance. C'est ce qui s'est passé là par exemple pour la Lituanie où c'est venu à nous et on l'a géré. Donc ça se passera pareil pour plein de pays sur lesquels on n'aura pas la possible. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. Je m'appelle Rima Hassan, j'ai 30 ans, je suis juriste de formation, je travaille actuellement à la Cour nationale du droit d'asile où je suis rapporteure à l'instruction et je préside l'Observatoire des camps de réfugiés qui est une ONG qui a vu le jour il y a 2 ans et demi
et qui a pour principale mission d'étudier, de recenser les camps, d'enquêter dessus et de faire de la sensibilisation sur tous les dysfonctionnements qu'on peut recenser dans ces lieux de vie des personnes qui sont exilées. Alors donc là c'est en général, moi j'ai un parcours plutôt centré sur la question des réfugiés, mais c'est vrai que c'est complètement imbriqué à la question de l'accès aux droits fondamentaux de façon globale, mais c'est vrai que ça vise un public en particulier. Il y a une dimension personnelle quoi, que j'ai déjà racontée, mais j'ai une famille qui est elle-même exilée, qui a elle-même connu la question des camps, qui a elle-même eu plusieurs parcours de migration. Il y a même un double exil dans ma famille, puisqu'il y a le parcours de mes grands-parents et arrière-grands-parents qui ont connu l'exil de la Palestine vers la Syrie. Et ensuite, il y a celui de ma mère et le nôtre, du coup, avec mes frères et sœurs, on a connu l'exil de la Syrie vers la France. Donc forcément, quand on commence à se consolider, à apprendre à mieux se connaître, on identifie ce qui est au cœur en réalité de nos sensibilités. Et moi, j'ai très vite identifié que la question des réfugiés et plus largement la question des droits humains était bien sûr au cœur de mes préoccupations. Et donc j'ai décidé d'orienter disons, mon parcours professionnel et maintenant aussi associatif dans ces questions et dans ces thématiques. Je marraine depuis quelques mois le projet Témoignages croisés et c'est vrai que ça a été aussi l'occasion pour moi de voir concrètement ce que faisait France Bénévolat. Donc j'en avais déjà entendu parler de ce lien entre bénévoles et associations, mais de comprendre un peu plus dans le détail à travers les différents échanges que j'ai eus avec les acteurs investis sur l'antenne de Vienne. J'ai été très agréablement surprise que du coup aussi la question de l'exil soit incorporée disons dans un des programmes. Et ce programme il fait complètement écho à la fois de mes engagements, de mes sensibilités. Et donc du coup ça a été aujourd'hui ça a été la première fois que j'ai eu l'occasion de venir à la rencontre des personnes exilées concernées du coup par ce programme et ce partage de récits et de témoignages. On a pu l'aborder aujourd'hui un peu dans les échanges, mais c'est hyper précieux parce que rien ne peut être vraiment consolidé en termes d'engagement, en termes de projet ou même en termes de politique publique si on n'est pas à l'écoute du récit de vie. Ça paraît hyper banal, mais en réalité, on aborde souvent la question de la place des personnes réfugiées exilées à travers leur statut, les démarches administratives, le positionnement politique, et on en oublie justement de redonner des espaces de parole, d'échange, d'écoute sur le récit des uns et des autres. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire à plein de reprises, mais paradoxalement, la migration, le fait de migrer, c'est quelque chose qui est très universel. Ça a toujours existé, ça existera toujours. C'est une expérience très universelle et ça reste aussi une expérience qui est très intime et individuelle. Et donc, on est obligé, pour comprendre, tout du moins à l'échelle locale, ce qui se passe autour de nous et pour aller à la rencontre des personnes qui sont concernées par ces questions de migration, on est obligé aussi de les appréhender, en tout cas il faut les appréhender dans leur individualité. Et il n'y a rien de plus précieux que l'écoute ou le partage des récits. C'est là où chacun et chacune peut prendre la parole, peut avoir une petite tribune pour dire ce qui relève de son parcours, de son expérience de vie, de la façon dont elle perçoit sa migration, son expérience de personne exilée. Et donc il faut appréhender vraiment cette question avec ces deux angles. C'est quelque chose d'universel qui existera toujours, qui a toujours existé. Mais en même temps, on doit aller à la rencontre des uns et des autres pour comprendre ce qu'il y a de plus intime dans la migration. Et donc de se défaire un peu de cette approche qui est un peu déshumanisante, qui peut être très administrative, très politique, très normée en réalité du traitement de l'exil, et que ce soit par les médias, par les politiques. Et donc ce programme-là, il fait complètement sens pour ça, parce que c'est une place qui est redonnée aux individus en réalité. Et donc ça fait complètement écho, encore une fois, avec le projet aussi que je porte, parce que le projet que je porte dans l'Observatoire des camps de réfugiés, alors c'est vraiment une autre échelle, puisqu'on est sur le recensement des camps partout dans le monde, etc. Mais dans l'étude qu'on fait des camps, on a à cœur à terme d'intégrer des témoignages et donc de redonner cette place au récit des personnes concernées par les camps, ici en l'occurrence, et d'être à l'écoute des individus
qui composent ces camps de réfugiés. Tout comme un projet comme celui-là est à l'écoute des individus qui composent une communauté de personnes exilées à l'échelle d'une ville, quoi. Je pense que c'est justement où là, l'engagement permet un peu de faire vivre cet espoir qui est en chacun de nous, en tout cas si on a une sensibilité sur ces questions. Et c'est vrai que moi, comme beaucoup de gens, je me sens parfois un peu démunie face au monde qui nous entoure, aux catastrophes qu'on observe tous de part et d'autre. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle, quoi. Et bien sûr qu'on n'a pas la main et les pouvoirs à l'échelle du monde pour faire améliorer les choses. Mais pour éviter la paralysie, disons, totale, il faut que chacun se questionne ce qui relève de sa marge de manœuvre à son échelle. Et donc c'est là où moi, l'Observatoire des camps de réfugiés, c'est une goutte dans l'océan, mais je me dis que voilà, si chacun à son échelle se saisit des questions qui sont au cœur de ses préoccupations, ça peut éviter cette sorte de paralysie généralisée sur ces questions en particulier, quoi, où on n'a pas l'impression effectivement d'avancer, on a un sentiment un peu de stagner sur ces enjeux, et il appartient vraiment à chacun et chacune, parce que ça doit aussi venir de la société civile, tout ne peut pas venir du politique. Le politique, c'est une réponse qui s'imprègne beaucoup de ce qui se passe dans les sociétés, et il faut aussi que les sociétés soient en mouvement pour que les politiques se saisissent de ces questions. Je pense qu'il y a eu plein de cas comme ça en France sur des questions d'accès au droit. Je pense à la peine de mort, où même si à un moment donné il y avait encore des réticences, on a eu la chance d'avoir Badinter qui a porté ça à bout de bras et qui a essayé de faire émerger une réponse aussi politique. On a eu la question de l'avortement. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment à un moment donné une possibilité ou un devoir même moral des citoyens et citoyennes d'embrasser des sujets qui sont fondamentaux pour qu'on puisse continuer à faire société, quoi. Déjà, c'est un honneur parce que vraiment, c'est le premier projet que je marraine. Il n'y a rien de plus gratifiant, je pense, pour quelqu'un qui a lui-même ou elle-même connu un parcours d'exil, de se dire qu'on peut être utile, d'être utile pour d'autres personnes exilées. Et parfois, être utile, c'est écouter, parfois c'est agir, parfois c'est juste être présent, et c'est considérer parfois en fait les personnes. Donc j'ai bien conscience qu'on ne va pas changer le quotidien de toutes celles et ceux qu'on a pu rencontrer aujourd'hui. Et il faut en avoir aussi conscience de ses limites. Mais c'est vrai que voilà, ça fait vraiment sens sur le fond. Et puis j'en suis hyper honorée, quoi. Donc ce que je peux donner, que ça soit juste en étant présente pour des temps d'échange ou en allant plus loin dans les conseils, ou ce que je peux apporter avec mon parcours, ou si je peux conseiller ou accompagner quelqu'un que je peux rencontrer dans ce programme et à qui je peux venir en aide, c'est là où je me dis que je peux être utile à mon échelle. Donc c'est hyper gratifiant et puis c'est encore une fois, c'est vraiment un plaisir et un honneur, quoi. Moi, je suis pas, comme j'aime un peu le rappeler, je suis pas forcément quelqu'un d'utopiste. Je sais pas si c'est mon parcours qui fait qu'à un moment donné, je suis un peu ramenée à des réalités. Mais c'est peut-être triste comme constat, mais je pense qu'on sera toujours challengé sur des questions d'accès ou de respect de droits fondamentaux. Et là, on le voit, le prochain enjeu, c'est quand même l'enjeu climatique. Voilà, je pense qu'on a toujours matière, et c'est peut-être triste comme constat, mais on a toujours matière à s'engager, à lutter, à aller chercher des meilleures garanties, des droits qui sont beaucoup plus respectueux de nos conditions d'humains, quoi, mais très large la question des droits humains. Et je pense que du coup, faut essayer vraiment d'aller creuser dans toutes ces grandes thématiques les enjeux qui nous touchent le plus. Et moi, comme je le précisais, c'est vraiment la question des réfugiés que j'ai surtout embrassée. Donc c'est très très large la question des droits humains, je veux dire c'est tous les droits fondamentaux auxquels on devrait pouvoir prétendre, et dedans il faut aller à un moment donné chercher peut-être un angle d'action sur lequel on a
possibilité d'agir et il faut aussi appréhender, je pense, la question des droits humains dans cette complémentarité. C'est pas un bloc dans lequel on doit se saisir seul avec ses petites épaules. Il faut vraiment le concevoir comme un ensemble de sous-sujets sur lesquels il faut que des acteurs émergent et travaillent ensemble. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui, on a une complémentarité quand même des acteurs sur ces sujets, on a des ONG qui sont plus ou moins spécialisées sur certaines thématiques d'action, de plaidoyer, et heureusement que les politiques aussi, pour certains, se spécialisent aussi sur ces questions-là, et je pense qu'il faut démystifier un peu, tu vois, cette approche des droits humains, et puis il faut aller creuser vraiment dans des questions vraiment techniques et des sujets qui sont très concrets, parce que ça reste très théorique pour beaucoup de gens. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on a cette chance d'avoir accès à beaucoup d'informations et de façon quasi immédiate et simultanée. Et la question ensuite, c'est comment est-ce qu'on se saisit de cette information qui arrive à nous, que ça soit sur des problématiques ou des enjeux qui peuvent nous paraître très lointains. Le réchauffement climatique, c'est un problème qui peut nous concerner bien sûr localement, mais c'est un enjeu mondial. Il y a eu une mondialisation, disons, économique et maintenant j'ai l'impression qu'il y a aussi cette mondialisation sur les enjeux qui sont les nôtres et on comprend bien à quel point on est interdépendants en réalité. Et donc ce qui peut se passer très loin de chez nous peut aussi nous impacter. Et donc la question de l'engagement, elle est... Oui, moi je le vois par exemple avec l'Observatoire où la moyenne d'âge elle est autour de 20, enfin on est entre 20 et 30 ans quoi, sur les contributeurs. Et en 2 ans, on a mobilisé 200 membres qui sont actifs de façon assez régulière dans les activités. Et c'est vrai que pour moi c'est une grande fierté quoi. C'est une fierté parce que ça vient justement contrecarrer parfois certains discours sur les jeunes. On peut soit les taxer d'être un peu détachés ou centrés sur leurs problèmes du quotidien et pas sensibilisés sur des enjeux beaucoup plus grands. Et on voit bien que du coup, ça ne correspond pas forcément à la réalité. Et je pense que la question de l'engagement auprès des jeunes, en tout cas j'espère, elle a toujours été présente parce qu'il est question de notre avenir. Et je pense que quand on est en train de se construire, quand on est en train de s'insérer professionnellement, quand on est en train de rentrer dans l'âge adulte, on commence à prendre conscience du monde dans lequel on est et c'est là où des choix s'opèrent en termes d'engagement et en termes de positionnement aussi politique. On commence à se faire vraiment des avis sur des questions et l'engagement découle de tout ça. L'engagement découle des sensibilités et je pense que France Bénévolat comme le CR, on a cette richesse d'avoir aussi cette capacité de mobiliser des gens qui sont complètement désintéressés, on en a parlé, mais parce qu'il n'y a rien de plus fort qu'un engagement bénévole en réalité. On n'est pas redevable parce qu'on a un salaire ou parce qu'on fait partie de telle ou telle entreprise ou de tel réseau. On est redevable auprès d'une cause, auprès d'un projet qu'on a décidé d'embrasser. Et ça, c'est très fort. Enfin, moi, je pense qu'en termes d'impact dans une société, réussir à convaincre ou à mobiliser des gens autour d'une cause, quelle qu'elle soit, c'est vecteur de plein de choses. Et ça peut impacter des politiques, ça peut impacter énormément de choses. Et c'est des canaux très concrets en fait, d'engagement. Et moi, je le perçois un peu aussi dans le public des contributeurs et contributrices. C'est que je pense qu'on a tous envie de s'engager, mais c'est la conciliation entre notre vie professionnelle, familiale, personnelle. Et c'est aux associations de trouver, et nous ça a été un vrai défi, de trouver des charges de travail, des outils de travail, des temps de travail pour permettre à plein de contributeurs avec des profils très différents, certains sont à temps plein, d'autres sont étudiants, d'autres sont en année de césure, de trouver donc du lien avec tous ces profils et d'arriver malgré tout à trouver des temps d'échange et de travail en commun. Et je pense que c'est aux associations et aux structures concernées de s'adapter du coup au public qui est prêt à s'engager. Mais je pense que l'engagement il est en chacun de nous et je pense qu'on ne s'engage pas parfois juste par peur de ne pas pouvoir être assez investi ou de se dire que la charge de travail va être trop importante ou on ne peut pas la concilier avec notre vie professionnelle et personnelle. Et c'est là où il faut trouver des moyens de réussir à mobiliser des personnes malgré un temps plein ou malgré une vie de famille. C'est possible. Mais ça demande beaucoup de travail et de concertation et de connaissance aussi des rythmes de vie des uns et des autres. Mais voilà, il faut rester attaché en tout cas à l'idée que l'engagement est en chacun de nous. Mais il faut trouver les bons canaux, quoi.
Moi, je pense que le gros décalage, c'est vraiment ce que nous on projette sur des sujets et puis la réalité de celles et ceux qui sont concernés par ces questions. Donc typiquement la question des réfugiés, on va y projeter beaucoup de choses, parfois beaucoup de misérabilisme. Les réalités certes peuvent faire écho à ça, cette misère, mais il n'y a pas que ça. Et c'est là où il faut plutôt travailler avec les personnes concernées qu'on a envie ou qu'on prétend vouloir aider. Déjà, il faut questionner en plus cette posture d'aidant. D'où ça vient et puis pourquoi, qu'est-ce que ça crée aussi comme rapport de force, tu vois, cette posture d'aidant. Et ça crée comme des dynamiques et des rapports de pouvoir, même dans l'action humanitaire. Et je pense qu'il y a quelque chose vraiment à re-questionner quoi, dans cette approche de se dire il faut pas prétendre sauver des communautés, des populations ou le monde. Il faut dire comment est-ce qu'on s'inscrit dans quelque chose qui est déjà en mouvement et comment est-ce que nous on apporte une plus-value. Et donc ce décalage-là, moi je pense qu'il vient essentiellement de ce qu'on peut, des fantasmes quoi, des fois qu'on projette malgré soi sur des causes, sur des terrains de conflit ou sur des sujets qu'on maîtrise pas toujours et qui sont parfois effectivement en décalage avec les réalités de vie, de quotidien et des besoins. Surtout moi je pense que comme beaucoup d'acteurs sur ces questions, je pense qu'il faut toujours partir des besoins. Il faut partir vraiment des besoins. Il faut se dire qu'une action doit répondre quand même à un besoin. Elle n'est pas là pour satisfaire aussi un ego. Je ne vais pas être très dure parce que je pense que les gens qui aident le font vraiment avec beaucoup d'élan et de bonté. Mais il faut agir pour l'autre. L'autre est de façon utile, pas pour se conforter dans l'idée qu'on a fait quelque chose pour faire quelque chose. Et ça, on peut l'observer encore malheureusement à Haïti. Ça a été un énorme chaos de manque de coordination entre les ONG où chacune a voulu avoir un bout d'action et le manque de coopération a fait qu'il y a eu très très peu de marge de progression sur l'action humanitaire, après l'action humanitaire, alors même que des milliards ont été investis à Haïti. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut questionner, mais on a de la chance aujourd'hui d'avoir, justement, tu parlais des réseaux sociaux, mais je pense qu'on a de la chance aujourd'hui d'avoir accès à l'information de façon assez rapide, de façon quasi instantanée, et que ça change la donne. Pour 10, 15, 20 ans, tu vois, on a quand même... Et donc on peut plus facilement se saisir de ce qui peut se passer autour de nous, loin de nous, et donc d'en faire aussi des sujets avec nos familles, avec nos amis, dans le tissu associatif dans lequel on est impliqué, dans notre travail, dans nos projections professionnelles ou autres. Et donc il y a quand même du bon, disons, dans cette relation qu'on peut avoir parfois à l'information, tout ce que ça a pu dynamiser, disons, mais il faut quand même rester, je pense, sur cette approche qui est positive et porteuse d'action et de militantisme, même s'il y a effectivement quelques dérives qui peuvent être de l'ordre du détachement réel en réalité du terrain et des besoins. Moi je pense que de toute façon l'accès à l'information de façon globale reste des outils à disposition des citoyens pour mieux réfléchir, pour mieux raisonner, et que ça c'est fondamental. Donc pour moi il n'y aura jamais trop d'informations. Enfin, ça il faut continuer à l'entretenir, et ce qui peut être dangereux c'est d'avoir des informations de mauvaise qualité. Mais le fait d'avoir beaucoup d'informations à traiter, ça peut être compliqué, mais je pense que c'est aussi notre temps qui veut ça, et il faut le voir aussi comme une richesse par rapport à une autre époque, quoi. Bah, sans surprise, non. Quand même, je pense que je serais pas là si la réponse était oui. Non, bien sûr. Enfin, je veux dire, quand on voit à quel point les associations sont démunies sur ces questions, c'est dramatique. Mais quand j'ai dit ça, j'ai rien dit, parce que on n'apporte rien au sujet quand on fait que constater. Mais pour rester en tout cas sur cette approche de l'ordre du constat, c'est sûr qu'on n'est pas à la hauteur. Mais la question, c'est est-ce qu'on a envie d'être à la hauteur? Il n'y a pas d'action sans volonté. Il n'y a pas d'action sans volonté. Non, mais totalement. Et moi, je pense qu'il faut repolitiser, dans le bon sens du terme, la question de la place des réfugiés en France. Mais là, je parle de la France, mais de toute façon plus globale, parce que la France, encore une fois, n'est pas clairement ce qu'on croit le pays le plus submergé, le plus confronté au flux migratoire. C'est un défi parmi tant d'autres, mais ce n'est pas un problème. Quand on a dit ça, quand on a déjà posé des constats comme ça, on est plutôt à la quête de solutions que dans la constatation de problèmes ou de, tu vois. Et je pense que la façon dont on appréhende
un défi dans une société nous oriente sur ce qu'on va déployer comme solution. Et donc si on voit les réfugiés comme un problème, on va déployer des outils, des politiques pour les repousser, pour les endiguer, pour les dissuader de choisir la France. Voilà. Si on décide de voir les flux migratoires, les réfugiés en France, comme une valeur ajoutée, une plus-value, disons, à notre société, quelque chose de positif, qui nous apporte plus que ce qui nous en enlève, les solutions qu'on va apporter, c'est l'inclusion des réfugiés, leur bonne intégration, les outiller pour trouver une place parmi nous et de faire corps avec tout ça. Donc je pense qu'il faut vraiment repolitiser cette question parce que la société civile ne peut pas tout faire et on voit aujourd'hui à quel point les associations sont démunies, celles qui justement militent tous les jours sur le terrain pour accueillir dignement ces populations, à quel point elles sont démunies parce qu'elles ne sont pas suivies justement des pouvoirs publics. Tu parlais des pouvoirs publics, mais on revient à cette question de volonté. Il n'y a pas d'action s'il n'y a pas de volonté. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une politique de non-accueil. Aujourd'hui, on est dans une politique de non-accueil, on est dans une politique de dissuasion. Et que serait la France sans les personnes qui ont migré en France ? Il faut comprendre que les migrations, c'est quelque chose d'universel. Et qu'arrive à un moment, on sera peut-être nous-mêmes confrontés à ces questions et qu'en fait, on est humainement redevables les uns envers les autres sur les questions d'hospitalité et d'accueil. À un moment donné, c'est... Au-delà du politique et de ce qu'on peut mobiliser dans les pouvoirs publics, c'est à un moment donné, c'est un positionnement moral et philosophique de la question de la mobilité des humains, qu'il faut acter. Et c'est tellement plus facile de dire que ces populations-là représentent un coût faramineux, que c'est un danger pour nous, que c'est le grand remplacement. C'est tellement plus facile d'avoir cette approche, de faire de la pédagogie, de l'histoire, de la sensibilisation, de mobiliser des vraies solutions à l'échelle nationale et à l'échelle locale. Donc, tu vois, à un moment donné, c'est ce que je dis, c'est que tout revient à un moment donné à des questions de décision politique et de choix politique. Et la France, à mon sens, échoue en partie. En partie. Tout n'est pas jeté à la poubelle, mais elle échoue en partie. Donc l'Observatoire des camps de réfugiés, donc c'est effectivement une ONG que je préside, que j'ai la chance de présider depuis 2 ans et demi. On a commencé nos activités en septembre 2019. On a 3 pôles d'activité qui répondent à 3 constats. Et en réalité, c'est hyper important de présenter les 3 constats pour comprendre comment se sont déployées les missions de l'Observatoire. Il faut savoir que sur la question des camps, on a donc très peu d'informations sur leur nombre, sur la façon dont ils sont installés, comment ils fonctionnent de l'intérieur. Donc on a vraiment, premier constat, un manque d'informations assez généralisé sur cette réalité des migrations qui est un peu oubliée, disons, dans les discours et dans les débats sur les réfugiés. Le deuxième constat, c'est le manque de transparence. Aujourd'hui, on a très peu de visibilité, en tout cas de données qui soient totalement transparentes et indépendantes sur les mécanismes de gouvernance décisionnaire dans les camps. On n'a pas de contre-pouvoir, globalement, c'est ça qu'il faut vraiment intégrer. Et le troisième constat, c'est la durée de vie des camps, qui est de 12 ans en moyenne, et qui engendre nécessairement, cette durée de vie engendre nécessairement des conséquences sur la vie des populations, à qui on ne propose rien d'autre comme solution que cette solution de l'encampement. En partant de ces 3 constats, au sein de l'Observatoire, on a déployé 3 pôles d'activité. Donc le premier, qui est le pôle études et recensement des camps, qui a vocation justement à informer. Donc on va produire de la documentation sur les camps pour informer. Donc on va étudier et recenser les camps. Le deuxième pôle d'activité, c'est le pôle consultation mission terrain, qui a vocation justement à s'inscrire dans cette dynamique de contre-pouvoir et d'apporter des analyses et des enquêtes qui soient indépendantes et transparentes sur la gouvernance des camps. Et enfin, le troisième pôle d'activité, le pôle plaidoyer, qui va se saisir des conséquences de la pérennisation des camps, en partant de ce constat de la durée de vie de 12 ans en moyenne, et qui va se mobiliser sur les enjeux de violation des droits humains dans les camps, de recensement aussi des bonnes pratiques et des alternatives possibles, et d'évaluation, disons, des modes de gouvernance des camps sur la base des standards internationaux. Donc voilà, l'Observatoire a donc 3 principales activités: l'étude des camps, les enquêtes indépendantes et transparentes sur les modes de gouvernance dans les camps, et le
travail de plaidoyer de sensibilisation comme beaucoup d'ONG, parce que nous il est vraiment, disons, focus sur la question des camps et des conditions de vie dans les camps. C'est une ONG donc, qui réunit aujourd'hui bientôt 200 membres, tous bénévoles, et l'enjeu maintenant pour nous c'est vraiment de trouver des solutions de financement pérennes, voire à terme salariés, et développer de plus en plus cette structure. C'est une synthèse de tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, c'est une discussion, enfin c'est une synthèse de tout ce qu'on a partagé, en réalité c'est de 2-3 dernières heures. Et c'est un message de remerciement, je pense. Tu vois, moi je suis nourrie tous les jours par les gens qui sont investis dans mon association, par les acteurs qui gravitent autour. Et je pense que France Bénévolat c'est pareil. Et donc les gens qui nous regardent, j'ai envie de leur dire de s'engager, de faire du bénévolat et de se dire que rien ne se fera sans eux, quoi, et que il faut que chacun se saisisse de sa part dans sa, pas dans le monde parce que je pense que ce serait trop lourd à porter sur nos épaules, mais au moins à son échelle, dans sa ville, dans sa localité. Et il y a des besoins partout, auprès de tous les publics qui sont dans le besoin. Il y a les réfugiés, mais il y a tant d'autres causes qui méritent d'être aussi embrassées, d'être portées, d'être incarnées. Et il faut préparer justement aussi cette nouvelle génération à se saisir de tout ça. Et tout ça passe aussi par beaucoup de transmission, beaucoup de temps d'échange. Et c'est tout ce qu'on a fait aujourd'hui, quoi. Et c'est hyper précieux. Donc voilà, par un mot de remerciement et un appel un peu à l'engagement, j'ai pas mieux à ajouter. Bien. Merci. Clap de fin.